Métanéo, enjeux, cas d'usage professionnel et technologie du métavers. Présenté par Philippe Nieubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Métanéo, le podcast qui vous parle du métavers et de plein d'autres choses autour des mondes numériques dans un environnement professionnel. Nous sommes aujourd'hui avec Thomas Didier. Thomas, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes en charge du marketing et de l'innovation chez Atomic Digital Design. Peut-être en deux mots, qu'est-ce que fait Atomic Digital Design ? Alors en deux mots, je dirais production et réalité augmentée, mais plus largement en fait c'est une société qui a une dizaine d'années, qui est 100% française, qui est un des leaders mondiaux de la création d'expériences en réalité augmentée, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok ou Instagram, ou sur des expériences plus orientées web e-commerce. Alors, vous le dites, vous êtes spécialiste de la réalité augmentée. Mais ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui dans les médias et ce qui fait parler autour de Facebook, Meta, etc., c'est plutôt la réalité virtuelle. On est dans une ambiance d'ailleurs un peu jeu vidéo avec des Playmobil qui sautillent. On n'a pas forcément d'ailleurs l'impression d'avoir énormément progressé depuis des choses comme Second Life, etc., au moins du point de vue graphisme. Pourquoi la réalité augmentée semble-t-elle un peu en retard par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? Comment on peut l'expliquer? Euh, alors elle est en retard pour effectivement deux raisons, d'après moi. La première, c'est l'ultra médiatisation de la réalité virtuelle, de par ce côté extrêmement immersif, et vous l'avez dit, issu du monde du jeu vidéo, mais pas que, avec tout cet appareillage, donc on pense aux casques, aux manettes, etc., et surtout ce futur souhaité ou souhaitable, alors que la réalité augmentée est, comme son nom l'indique, plus ancrée dans la réalité, donc peut-être moins fantasmée, ce qui explicite peut-être, qui explique peut-être que les journaux en ont, en tout cas la presse en est moins parlé. Et puis effectivement, techniquement, c'est beaucoup plus complexe de faire de la réalité augmentée avec cette notion de temps réel, de couches ajoutées sur la réalité, et donc ça sous-entendait qu'il y ait à la fois d'un point de vue hardware mais aussi software des évolutions qui permettent finalement de rendre beaucoup plus accessible la réalité augmentée là où la réalité virtuelle était déjà existante. Mais pour autant, la réalité augmentée n'est pas si en retard que ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'essor de cette nouvelle technologie en partie dû à Pokémon Go, donc ce jeu créé par Niantic et qui est sorti en 2016. Et c'est vrai que ça a un peu, on va dire, démocratisé l'usage de la réalité augmentée. Et puis, il y a eu de plus en plus d'expériences qui sont lancées sur des plateformes comme Snapchat, qui a suivi d'ailleurs assez peu après Pokémon Go, et qui, à date, représente quand même des millions, voire des centaines de millions d'utilisations quotidiennes. Donc finalement, la réalité augmentée n'est pas si loin que ça, elle est vraiment ancrée dans notre présent. Alors, pour un béotien, ça paraît un petit peu bizarre ce que vous venez de dire, à savoir que la réalité virtuelle serait plus simple que la réalité augmentée, parce que la réalité virtuelle, on a l'impression qu'il faut reconstruire tout un monde, que ça va nécessiter beaucoup plus de complexité, et finalement, vous dites non, c'est plutôt le fait de rajouter des couches à notre monde réel qui est compliqué. C'est ça. En fait, quand je dis plus simple, c'est que la réalité virtuelle, finalement, c'est comme un espace clos. Alors, ça demande beaucoup de technicité. Il y a à la fois d'un point de vue technique, mais aussi créatif. Mais ce sont des univers qui vont être limités dans le sens créa et technique. Alors que la réalité augmentée, qui vient, par exemple, si je pense à, euh, je prends l'exemple d'un essayage virtuel, donc en temps réel, je peux essayer un vêtement sur moi-même ou des lunettes de soleil ou une paire de chaussures. Il y a toute une interprétation en temps réel et il y a une complexité technique qui est, à mon sens, supérieure pour le rendre accessible. Là où finalement, quand on met un masque, ça y est, on est projeté dans une expérience qui a été en amont designée par les équipes qui l'ont produite. Alors en même temps, quand vous nous décrivez ça, on a l'impression qu'on pourrait avoir envie d'y passer plus de temps parce que c'est notre monde réel que dans ces mondes virtuels avec un casque compliqué, etc. Quand le Gartner nous dit Oui. qu'en 2024, on passera tous une heure de notre temps par jour dans le métavers, on n'a pas forcément envie aujourd'hui d'aller dans ces mondes numériques. Alors que le monde dans lequel on est, si on arrivait à lui rajouter des choses, ça pourrait être plus intéressant. Tout à fait, et ça l'est déjà, et on le voit sur les statistiques, en tout cas les données
prouvent que la réalité augmentée est de plus en plus utilisée comparé à la réalité virtuelle qui restera en tout cas quelque chose d'extrêmement intéressant, immersif et gamifié pour plein de sujets, pas que le gaming d'ailleurs, hein, mais la réalité augmentée, comme vous l'avez très bien dit Philippe, permettra d'avoir cette surcouche à notre réalité et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi chez Atomic de se focaliser sur cette technologie-là, c'était de se dire on veut surtout pas couper les gens de la réalité, on veut pas qu'ils mettent un casque un peu à la Wall-E et puis ils soient déconnectés ou comme à la Ready Player One où ils se projettent dans un univers fantasmé, mais vraiment les ancrer sur des usages du quotidien et que ça soit sur, je parlais d'essayage virtuel, mais aussi sur de la simple utilisation ou d'interaction avec un objet 3D sur un site e-commerce, comme par exemple pouvoir prévisualiser le sac à main que je veux acheter, de voir le rendu du cuir, la couleur, et puis de pouvoir le projeter sur ma table basse dans mon salon pour me dire, bah, tiens, est-ce que c'est bien ce coloris que je veux ou cette taille-là de sac. Finalement, on sera sur des usages beaucoup plus mainstream, si je puis dire. Et alors, cette réalité augmentée, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Parce que vous avez pris l'exemple des Pokémon, c'est pas forcément ce qui va inspirer le plus les entreprises. Quels sont les exemples de ce qu'on pourrait imaginer demain faire dans une entreprise grâce à la réalité augmentée qu'on peut pas faire aujourd'hui? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont possibles à date grâce à la réalité augmentée, donc que ce soit sur de l'activation publicitaire pour du lancement de produits ou de l'événementiel où on va venir rajouter cette couche un peu de merveilleux, de magique sur une expérience réelle, je parlais d'essayage virtuel, mais on peut aussi aller sur des usages un peu plus industriels, comme par exemple de la maintenance ou même de la formation grâce à des devices, donc réalité augmentée ou réalité mixte d'ailleurs, parce qu'on peut très bien intégrer la réalité virtuelle. Ce que l'on pourra faire dans le futur va dépendre de beaucoup d'aspects. Donc, il y aura à la fois les hardware, que ce soit l'évolution de nos téléphones, mais aussi tout ce qui va tourner autour des devices de tête, donc tout ce qui est appareillage lunettes, ce qu'on voit émerger avec les grands de ce monde, mais surtout avec Apple qui, tout le monde attend le lancement de ces Air Glass. Permettra en fait de libérer les mains de l'utilisateur et c'est ça qui sera peut-être un gros changement pour les usages futurs. C'est par exemple sur un usage, je ne sais pas, de cuisine, imaginons, où je pourrais avoir une recette de cuisine projetée devant moi et voilà, plus besoin d'avoir un livre ou d'avoir mon téléphone ouvert. Et encore une fois, si je reviens à des usages un peu plus industriels qui existent d'ailleurs, mais à date, mais qui seront encore plus poussés demain, c'est cette capacité à interagir avec le monde qui nous entoure avec les mains libres et de pouvoir finalement avoir visualisation d'éléments qui ne sont pas disponibles. Et alors, est-ce que cette réalité augmentée, elle est dans un seul sens, c'est-à-dire on rajoute des couches et je vois des choses dans mon écran lunette, ou est-ce que ça peut être également dans les deux sens? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que la recette de cuisine, vous preniez cet exemple-là, et puis je fais pas bien le geste, et le système est capable de le détecter et de me corriger? Euh, Alors, à date, j'aurais du mal à me positionner. Dans un futur souhaitable, oui. Alors, on parle souvent de réalité augmentée, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler de réalité diminuée, c'est-à-dire que je vais venir dans l'écosystème dans mon environnement, réduire certaines choses. Donc, ça peut être des informations finalement, aller au plus simple pour vraiment avoir, par exemple, dans le cadre d'une formation ou d'une direction, si je veux donner des indications GPS en réalité augmentée, par exemple, dans mes lunettes, quand demain je serai en vélo, peut-être qu'on va supprimer tout un tas d'informations qui ne me sont pas utiles, qui vont parasiter mon expérience pour finalement me faciliter l'interprétation, en tout cas la captation d'informations. Donc après, on peut imaginer effectivement des usages où on viendrait me corriger ou m'indiquer quelque chose qui a été mal fait et de revenir en arrière ou me réexpliquer comment modifier cela. C'est un peu ce qu'ont les pilotes de chasse dans les affichages tête haute où on leur donne que l'information qui va être utile à l'instant T. Tout à D'accord. fait. Et Et alors, c'est intéressant que vous mentionniez cet usage-là parce que la réalité augmentée, on a l'impression que c'est une technologie qui est assez récente, mais en fait, elle date de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Effectivement, c'est du domaine militaire avec ces casques tête haute des pilotes de chasse qui ont émergé, voilà, certaines évolutions que l'on retrouve actuellement dans des casques de réalité mixte ou virtuelle et qu'on retrouvera demain dans nos lunettes. alors, vous avez cité des essayages, vous avez cité la formation, etc. Aujourd'hui, pour une entreprise qui s'intéresse à ça et qui lance un projet, est-ce qu'on est dans le domaine de l'investigation, on met un peu d'argent pour voir ce que ça donne, ou est-ce qu'on peut déjà parler de retour sur investissement?
Alors un peu les deux. Il y a encore beaucoup de marques, des grandes comme des plus petites, qui sont dans cette phase de test, parce qu'on est encore au tout début de cette nouvelle innovation, et en phase de test pour essayer de comprendre les usages possibles et vraiment se projeter sur plus que simplement un aspect publicitaire, marketing, pour à la fois on va dire de l'awareness autour de la notoriété autour de la marque ou de la découverte, euh, là où d'autres sont un peu plus en avance, qui ont je parlais par exemple d'e-commerce, d'intégration de produits en 3D, mais aussi en réalité augmentée. Donc la capacité de projeter typiquement un sac à main devant soi sur un site e-commerce comme Cartier, Hermès ou encore Fendi. On voit des marques qui investissent de plus en plus dans cet écosystème-là. Donc sur la campagne publicitaire traditionnelle, pour un complément d'expérience des spots publicitaires en télévision, sur des magazines, etc. Mais aussi sur la partie e-commerce qui commence à représenter des volumes assez conséquents, surtout quand on pense à la digitalisation de tout ou partie de leur catalogue. Et alors Et sur la... et- une dernière question, si on parle un petit peu du futur, on a un peu l'impression quand même qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu en phase d'attente, on a un petit peu les sabots arrière qui grattent, on a envie d'y aller, et puis en même temps les entreprises se disent, ah, ben, il faut surtout pas que j'investisse trop tôt ou trop rapidement. Est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, un déclencheur? Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur qui ferait qu'on arrêterait de se poser la question, est-ce que ça va être le futur? Mais qu'on se dit, bon, bah, ça va être le futur, donc il faut commencer à y aller. alors, difficile à prédire un déclencheur en particulier. En tout cas, chez Atomic, on voit plusieurs pistes qui pourraient expliciter une démocratisation encore plus forte de la réalité augmentée. Je mentionnais un petit peu avant, mais il y a bien évidemment toute l'évolution de la partie device, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, je parlais des lunettes aussi, qui pourraient être une des futures évolutions dans l'écosystème. Toute la partie logicielle aussi, les plateformes, que ce soit voilà, Snapchat, Insta, TikTok, même sur la partie web, cette évolution logicielle fera qu'on pourra avoir moins de limitations, moins de contraintes d'un point de vue technique et créatif, donc on pourra avoir typiquement plus de cas d'usage disponibles. Et puis après, il y aura certainement une question autour de la connexion, donc tout ce qui va être autour des réseaux. Donc on entend beaucoup de choses autour de la 5G. Et c'est sûr que plus on pourra finalement télécharger de la donnée, donc sous-entendre d'avoir des expériences de plus en plus immersives et de plus en plus complexes, bien évidemment, on pourra aller beaucoup plus loin dans l'immersivité et donc dans l'utilisation de la réalité augmentée. Et puis après, il y a peut-être un dernier aspect beaucoup plus culturel qui est cette appropriation d'une nouvelle technologie. Là, on est sur une phase très embryonnaire, donc c'est plutôt des sociétés qui ont cet état d'esprit innovant qui vont aller sur ce sujet. Et puis le temps que ça devienne vraiment mainstream, il va se passer encore quelques années certainement, qu'on retrouve vraiment de la 3D, de la R partout, à la fois dans notre usage du quotidien comme des sujets plus e-com, comme j'ai pu mentionner auparavant. Allez, une dernière question bonus. Pourquoi les Google Glass n'ont pas marché? C'est une bonne question. C'est une question qu'on s'est posée très souvent chez Atomic. Une des réponses toutes faites, c'est que c'était trop tôt, à savoir trop tôt d'un point de vue technologique, où il y avait finalement une vision qui était bonne, mais une exécution qui était au vu de la technologie disponible à l'époque pas la bonne, et puis surtout des cas d'usage qui ne répondaient pas vraiment aux attentes à ce moment-là des gens. Et puis peut-être aussi une touche de alors je sais pas si paranoïa est le bon terme, mais en tout cas, le fait que ça soit extrêmement innovant, peut-être trop innovant à date, toute cette notion de la sécurité par rapport à l'enregistrement live, par exemple quand on est dans des lieux publics, des choses qui à l'époque alertaient beaucoup, alors que maintenant, vu l'avènement des réseaux sociaux et le fait que tout le monde se prenne quotidiennement en photo ou en vidéo, en fait on a dépassé un petit peu ce stade de la paranoïa sur la captation d'images et de vidéos. Est-ce que c'est la force de Apple finalement de savoir attendre et de pas forcément innover toujours d'un point de vue technologique, mais par contre d'être là au bon moment? Euh, L'avenir nous le dira, mais je pense qu'ils ont une approche qui est effectivement extrêmement saine par rapport à ces sujets innovants. Après, ils ont déposé énormément de brevets, ils ont fait beaucoup d'allusions d'un point de vue, par exemple, langage de programmation sur des potentielles futures utilisations de l'AR. Ils ont, d'un point de vue réalité augmentée, intégré beaucoup de choses dans leur solution ARKit, mais même dans leur téléphone, avec le LiDAR, etc., qui permettent maintenant des choses assez incroyables d'un point de vue expérientiel. Mais effectivement, sur cette partie Airglass, je pense qu'ils ont à date toutes les raisons du monde d'attendre. D'une part, d'un point de vue communication, parce qu'on parle d'eux sans qu'ils aient annoncé quoi que ce soit de concret. Et puis, ils arriveront peut-être au bon moment avec un device qui est mature par rapport à tout ce qui s'est fait auparavant, qui était
plutôt de l'ordre du gadget innovant qui permet, donc de toute façon, c'est des étapes qui permettent d'aller plus loin, mais avec une solution qui soit vraiment mature pour un usage grand public. Vous avez raison d'ailleurs de le mentionner, on oublie trop souvent, mais si vous avez un iPhone, peut-être un Android, je ne connais pas, mais sur les iPhones, vous avez finalement déjà de la réalité augmentée. On n'a pas besoin d'attendre des lunettes, hein. Pas du tout. Non, non, le côté vraiment intéressant derrière les lunettes, c'est cette libération des mains. C'est-à-dire qu'on sera en capacité d'interagir, un peu comme ce qu'a annoncé récemment Meta avec son nouveau, son nouveau device de tête. C'est cette capacité à libérer les mains et donc finalement à interagir avec l'environnement qui nous entoure et donc de manipuler sans pour autant avoir son téléphone dans une main et puis manipuler de l'autre, ce qui est actuellement un des critères limitants de la réalité augmentée. Thomas Didier, merci beaucoup, c'était passionnant. On essaiera de se reparler si vous voulez bien, lorsqu'il y aura des annonces peut-être nouvelles. Là, vous êtes très prudent, on sent bien que vous ne voulez pas vous avancer sur ce qui pourrait ou ne pas être le futur, être ou ne pas être. En tout cas, ça sera intéressant de savoir ce que vous en pensez le jour où éventuellement de nouvelles technologies sortiront. Je rappelle donc que vous êtes directeur du marketing et de l'innovation chez Atomic Digital Design, qui est une société spécialisée justement dans la réalité augmentée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce podcast vous est présenté par Metaneo. Retrouvez toute l'actualité sur www.metaneo.fr.